présidente de la commission lutte contre les stéréotypes sexistes et la répartition des rôles sociaux et représentante de la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je crois Madame la chargée de mission aux droits des femmes et à l'égalité de la préfecture des Yvelines, Mesdames, Messieurs les représentants de la ville de Guyancourt, de Vélizy, de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, Yvelines, Madame la directrice de l'Observatoire de Versailles 50 ans Yvelines qui nous accueille ici dans ses locaux, et chers collègues, chers toutes et tous. Alors je suis ravi d'être ici parmi vous pour signer au nom de l'Université de Versailles 51 en Yvelines la convention d'engagement pour une communication sans stéréotype de sexe avec le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors vous pourrez constater que l'Université de Versailles 51 en Yvelines est une université engagée pour la promotion et des idéaux comme celui de l'égalité femmes-hommes vers laquelle nous devons inlassablement tendre. Alors, notre droit érige l'égalité entre les femmes et les hommes au rang de principe constitutionnel de par l'article 1 de la Constitution, qui dispose, entre autres, je me permets de vous le rappeler, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Alors, érigé au rang de principe constitutionnel, encore faut-il que l'égalité entre les femmes et les hommes trouve des applications concrètes afin de ne pas demeurer un vœu pieux, une simple intention louable. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que la recherche de la parité réelle soit au cœur des préoccupations de notre université, tout comme mon prédécesseur Didier Guimau. Alors ensemble, nous avions souhaité que soit nommée au sein de notre université une chargée de mission avec l'intitulé « Parité et égalité réelle » en la personne d'Armelle Duboisnette, ici présente. Alors, lors de mon élection, afin de donner davantage de visibilité et d'impact au travail de grande qualité qui est réalisé par Armelle, mais aussi par sa prédécesseure, à qui je rends hommage ici également, Nathalie Carrasco, qui était chargée de mission, dont l'intitulé était à ce moment-là « Parité femmes-hommes ». J'ai donc souhaité par la suite que soit créé un poste de vice-présidente en charge des personnels, de la parité et de l'égalité réelle, et poste qu'occupe Armelle aujourd'hui. Alors, la signature de cette convention entre l'Université de Versailles 51 en Yvelines et le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes est le fruit du travail qui a été mené par les chargés de mission et Armelle, vice-présidente, avec passion, au sein de notre université, et je souhaite en remercier ici chaleureusement au nom de toute notre communauté universitaire. Alors la convention que nous signons aujourd'hui est la matérialisation de plusieurs engagements pris par notre université, et notamment le respect des préconisations du guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe, rédigé sous l'égide du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui émanait lui-même d'une volonté politique forte au plus haut sommet de l'État. Alors ce guide pratique sera bien entendu, une fois la convention signée aujourd'hui, très largement diffusé non seulement à l'ensemble des services et responsables administratifs, mais également à l'ensemble de nos personnels. Alors on ne peut que partager les objectifs donnés dans ce guide pratique, qui sont de faire évoluer les mentalités en changeant les habitudes de communication et d'expression qui font encore trop souvent la part belle aux stéréotypes de sexe. Il y aura sûrement peut-être quelques critiques, notamment sur le caractère prétendument accessoire d'une communication sans stéréotype de sexe. Et je répondrai qu'il faut un début à tout et que tendre vers la parité réelle commence par faire changer les mentalités qui restent malheureusement profondément façonnées par ce que l'on voit, par ce que l'on lit, par ce que l'on entend. Et c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc adopter une communication avant-gardiste qui ne permettra pas du jour au lendemain
de rééquilibrer les parts des femmes et des hommes occupant des postes de responsabilité, ou encore de résorber les écarts de salaire qui persistent entre les personnes des deux sexes. Il s'agit d'un premier pas, souvent, je pense, le plus difficile à faire, de la matérialisation d'une volonté politique afin de tendre vers un idéal. Alors, avec la vice-présidente, mais aussi l'ensemble de mes équipes, nous pensons que l'université est mûre pour s'engager sur le chemin de l'égalité réelle. Nous avons mené une enquête à ce sujet en septembre dernier, dont l'objectif était d'étudier l'adhésion de nos personnels au principe de féminisation des noms de métiers, des titres, des grades et des fonctions utilisées au sein de notre établissement. Alors, certes, les résultats ne sont pas monochromes, ils ont démontré cependant qu'il y avait de la place pour un changement de pratique dans la douceur. Alors, pour illustrer ceci pour quelques exemples, il n'est pas question d'obliger une collègue femme à se faire appeler, entre guillemets, maîtresse de conférence, si elle préfère utiliser le terme de maître de conférence, de même qu'il n'est pas question d'obliger les uns et les autres à utiliser un mode d'écriture inclusive généralisant l'usage du point médian, si certains y sont réticents. En signant cette convention, il s'agit notamment, et de façon non exhaustive, pour notre université de s'engager dans le cadre de sa communication ou de sa gestion des ressources humaines à éliminer toutes les expressions jugées sexistes, à accorder autant que faire se peut les noms de métiers, de titres, grades et fonctions avec le genre de la personne concernée, à utiliser autant que possible des termes épicènes à façon de ne pas faire prévaloir un genre sur un autre, à traiter de façon strictement équivalente les femmes et les hommes et à diversifier les représentations en termes de visuel, de façon à n'enfermer personne dans des rôles stéréotypés prétendument liés au sexe. L'application de ces préconisations demandera du travail et il faudra parfois se faire, entre guillemets, violence pour combattre de vieilles habitudes. Mais je pense, et je suis confiant, je pense sincèrement que notre communauté universitaire est prête à surmonter ces difficultés et à suivre ce chemin. Alors notre université n'est pas la première à s'engager dans cette démarche. L'ont notamment précédé d'autres établissements comme l'ENA, le CNAM, l'ENS Rennes, l'IEP de Toulouse, l'Université de Nanterre, Créteil et d'autres. Mais vous voyez un petit nombre. Donc toutefois, il y a une centaine d'établissements en France d'enseignement supérieur, et je constate que nous faisons partie des pionniers dans ce domaine, et je m'en félicite. Alors enfin, pour conclure, je dirais qu'en tant qu'établissement public, nous avons un devoir d'exemplarité, et en tant qu'université, nous avons le devoir d'être précurseurs. Car c'est à l'université en particulier, aussi c'est le lieu, que se développent et se transmettent les savoirs. Il est plus que jamais nécessaire de nous engager dans la recherche de l'égalité réelle, avec pour objectif de faire lentement mais sûrement évoluer la société tout entière dans notre sillage. Merci. J'ai donc l'honneur et le plaisir de représenter Danielle Bousquet, qui est la présidente du Haut Conseil à l'égalité. Danielle Bousquet, qui a été députée, vice-présidente de l'Assemblée nationale et de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Peut-être vais-je dire quand même aussi qui je suis, outre le fait que je préside une des 5 commissions du Haut Conseil à l'égalité, qui est la commission lutte contre les stéréotypes et rôles sociaux sexués. Je suis moi aussi universitaire, donc je suis maîtresse de conférences au Conservatoire national des arts et métiers, en sciences humaines, en psychologie spécialisée sur les questions d'orientation scolaire et professionnelle, et spécialisée depuis très longtemps sur la question de la division sexuée de l'orientation et du travail et des inégalités de sexe à l'école et au travail. Donc j'anime un groupe de recherche et d'intervention qu'on a appelé Origenre, Orientation Genre, depuis de nombreuses années. Voilà, donc au nom de Danielle Bousquet, présidente du HCE, et au nom de la commission que je préside, je vous félicite et je vous remercie, Monsieur le Président, pour l'engagement de votre université dans cette démarche pour l'égalité. On verra comment le langage en est un des outils importants.
Quelques mots peut-être pour vous présenter ce qu'est le Haut Conseil, pas comité, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est une instance qui est nationale, consultative, indépendante, qui a été créée en 2013 et qui est placée auprès du ou de la, enfin jusqu'à maintenant c'est du Premier ministre. Il est maintenant, ce Haut Conseil à l'égalité, inscrit dans la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, ce qui fait que normalement son existence n'est pas soumise aux aléas des élections et des gouvernements. Quelles sont les missions du Haut Conseil à l'égalité ? C'est assurer la concertation avec la société civile, c'est proposer des recommandations au gouvernement et aux parlementaires, c'est évaluer les politiques publiques et c'est animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité. Le Haut Conseil élabore des rapports, des avis et des recommandations à destination des acteurs publics en collaboration avec les 72 membres qui le composent, répartis en 5 commissions. Les expertises donc des collaborateurs du Haut Conseil sont diverses. Ce sont des représentants et des représentantes d'associations, des universitaires, des experts et des expertes, des élus locaux ou nationaux, des représentants et représentantes des administrations centrales. Autant d'acteurs et d'actrices qui confèrent à nos travaux sur les problématiques d'égalité ce que nous considérons comme une vision innovante qui est au croisement du militantisme, de la recherche et de l'action publique. Depuis sa création, le Haut Conseil a publié une quarantaine de rapports, contributions ou avis, fruits de saisine de certains ministres ou de certaines ministres ou d'auto-saisine et qui ont prouvé leur utilité, donné un cap et des clés aux acteurs publics pour progresser, mais aussi améliorer les rapports de force en faveur de l'égalité en publiant des documents qui font référence. Nombre de ces travaux ont connu un certain écho auprès des acteurs visés comme auprès des médias. Je cite quelques-uns des derniers travaux que nous avons publiés. Le rapport sur les violences faites aux femmes en ligne, rapport remis à M. Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique. Le rapport sur les inégalités dans les arts et la culture, remis à Mme Nyssen, ministre de la Culture. Et puis, plus récemment encore, un avis pour une constitution garante de l'égalité entre les femmes et les hommes, publié en avril dernier dans le cadre de la réforme de la Constitution. Aujourd'hui, c'est une autre production du Haut Conseil qui nous intéresse, dont je vais présenter rapidement la démarche, qui est ce guide pratique pour une communication sans stéréotype de sexe, que nous appelons maintenant le guide EGACOM, ce qui est une communication égalitaire et qui est un peu plus rapide à décliner. Alors, ce guide a contribué largement à faire évoluer la question de la communication égalitaire ces 2 dernières années et à animer les débats que vous n'avez pas pu ignorer au début de l'écriture dite inclusive, au début de l'année scolaire. Quel est le sens de notre démarche avec ce guide et cette promotion de communication égalitaire ? Je voudrais d'abord rappeler que ce guide pratique n'est pas un prêt à penser, mais constitue une démarche à part entière pour l'égalité. Le rapport sur les stéréotypes de sexe que nous avons produit en 2014 et ce guide qui en est issu plaide pour une démarche structurée et structurante qui est le souci de la cohérence entre le discours, les politiques et les pratiques publiques. La communication et donc le langage écrit, oral et visuel sont totalement concernés par cette démarche. Rappelons que la langue est tout sauf neutre, elle est politique. Elle traduit nos valeurs, ce que nous sommes, ce que nous voulons être. Elle illustre notre manière de vivre ensemble. Nommer les femmes, les rendre visibles dans la sphère publique comme dans la sphère privée ne relève pas de l'anecdote. C'est le cœur même de l'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nommer les femmes en usant du féminin de notre langue, c'est les faire exister aux yeux de tous et toutes. C'est refuser une société où les femmes seraient secondaires, auraient un second rôle, seraient à l'arrière-plan. Je souligne et j'insiste sur le fait qu'on ne féminise pas la langue française, on ne féminise pas les noms de métiers, titres, grades et fonctions, on ne fait que remettre dans l'usage commun le genre grammatical féminin qui a toujours existé dans notre langue, mais qui a été effacé depuis le XVIIe siècle par l'intervention de grammairiens et d'institutions misogynes opposées à l'égalité des sexes et défendant l'infériorité des femmes. Pourquoi venir interroger aujourd'hui le langage et les images ?
comme vecteur des stéréotypes de sexe et parfois sexistes. Effectivement, et vous le disiez, Monsieur le Président, sur le front des droits des femmes et de l'égalité, certaines personnes pensent qu'il est des questions plus importantes, comme le plafond de verre, l'égalité des salaires, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Tous ces sujets sont diablement importants. Mais de penser que le langage devient anecdotique, secondaire, voire serait une lubie esthétique de certaines féministes, c'est négliger ce que c'est que la langue et quels sont les outils de l'égalité. En fait, la question d'un langage égalitaire est directement liée au sujet que je viens de citer, les inégalités et les violences. Le langage exprime notre manière de penser, notre manière de concevoir nos sociétés. Tous les mots ont un sens. Ils sont le reflet de nos représentations, ils véhiculent des stéréotypes, ils entretiennent les inégalités. La langue est un outil de la hiérarchie entre les sexes. Parler, c'est agir. Comme certaines personnes disent, le langage est performatif. Il agit sur la personne qui parle, il agit sur les personnes qui reçoivent le discours. Les mots que nous utilisons pour communiquer transmettent ce que l'on sait, nos connaissances, mais ça transmet aussi ce que l'on pense, notre vision des choses, nos opinions. Et puis ça transmet aussi ce que l'on ressent. Ce que l'on ressent, c'est-à-dire, par exemple, excusez-moi, j'ai mal fabriqué ma phrase. Ce que l'on ressent. Dans chaque acte locutoire, il y a une intention. Ça n'existe pas de parler pour ne rien dire. Même si aux yeux de certains ou certaines personnes parlent pour ne rien dire, elles parlent et ça dit quelque chose. Par exemple, quand on envoie une injure à quelqu'un, il y a une intention. C'est exprimer peut-être la colère ou l'injustice que je ressens et c'est vouloir blesser, voire humilier la personne qui est en face. Par exemple, les insultes racistes, sexistes, homophobes, pour traiter que sans doute des principales mais les plus fréquentes dans nos relations quotidiennes, eh bien, sont porteuses de ces intentions de hiérarchisation entre un groupe dominant et un groupe dominé. On peut aussi avoir des paroles consolatrices qui vont démontrer que j'ai de l'empathie, que je ressens les émotions de la personne qui est en face de moi, et je vais trouver les mots, peut-être pour la consoler, la rassurer. Alors je l'ai déjà dit, dans notre grammaire, le masculin ne l'a pas toujours emporté sur le féminin, bien loin de là. Par exemple, au Moyen-Âge, les noms de métiers et de fonctions existaient tout aussi bien au féminin qu'au masculin. J'avais eu, pour un ouvrage que j'ai écrit, je m'étais un peu plongée dans le livre des métiers du Prévost de Paris, où tous les métiers sont écrits au masculin et au féminin, et on trouve des morteliers et des mortelières, des charpentiers et des charpentières, des prud'hommes et des prudes femmes, médecins et médecine, mireurs et miresses, qui est l'ancêtre du terme de médecin et médecine, etc. Ça posait aucun problème à qui que ce soit. C'est, je le répète, la volonté de grammairiens et d'académiciens misogynes du XVIIe siècle qui a causé ce recul sous prétexte, disait-il, que la langue, vous voyez, ces gens-là avaient bien idée très précise du pouvoir du langage et de la langue, puisque l'argument de ces personnes était de dire la langue doit refléter ce qu'il y a de plus noble dans une société. Et ce qu'il y a de plus noble, ce sont les hommes et le masculin. Ainsi, le masculin l'emportera sur le féminin. Vous observerez d'ailleurs, et c'est révélateur, que l'accord au féminin est parfois moins accepté, parfois même par les femmes concernées, lorsqu'il s'agit de fonctions perçues comme prestigieuses. Préfet, directeur, recteur, alors que la moitié des recteurs sont des rectrices maintenant, alors que pour d'autres métiers ou fonctions, ça ne pose aucun problème d'user du féminin. Cuisinière, ouvrière, infirmière, puéricultrice, ménagère. Il est primordial pour les petites filles d'entendre dès le plus jeune âge qu'il existe des chercheuses, des mathématiciennes, des historiennes, des femmes philosophes et autrices, des femmes engagées et élues en politique, parce que ce sont plus que des mots, ce sont des représentations et des possibles qui s'ouvrent à elles. Ces mots qui permettent à des petites filles de se projeter dans la carrière qu'elles souhaiteraient. Ces mots qui leur permettent de sortir des limitations que la société leur impose. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas.
il est important aussi que les petits garçons entendent parler de puériculteurs, par exemple. Alors, aide à domicile est mal choisi parce que c'est un terme épicène, mais j'insiste puisque je suis spécialiste des questions d'orientation et de cette séparation des garçons et des filles dans les formations et les métiers, que des études ont démontré que quand on écrit tous les métiers au masculin, c'est bien du masculin qui est entendu et non pas du féminin, et que ça agit, quand on écrit les métiers au masculin et au féminin, ça agit sur les sentiments de compétence des filles vis-à-vis des métiers majoritairement exercés par les garçons. Puis ça agit aussi sur les sentiments de compétence des garçons vis-à-vis des métiers qui sont très sélectifs, majoritairement exercés par les garçons, parce que les métiers les plus sélectifs, vous ne trouverez pas de métiers majoritairement exercés par les femmes. Donc c'est primordial aussi que les petits garçons entendent les métiers majoritairement exercés par les femmes écrits aussi au masculin pour qu'ils puissent s'y projeter et s'y envisager. Alors ce guide et cette convention ne se concentrent pas seulement sur la langue, mais également sur la place des femmes, par exemple, dans les panels d'intervenants et d'intervenantes, dans les colloques, les séminaires, qu'on organise beaucoup dans les universités, sur la manière de présenter les femmes et les hommes dans les supports visuels de communication. Que prévoit notre convention pour une communication égalitaire ? 3 engagements, je crois que vous les aviez cités, on va peut-être les rappeler. Reconnaître l'importance de prévenir et de faire reculer les stéréotypes de sexe dans la communication publique, écrite, orale, visuelle. C'est à peu près 800 millions d'euros la communication publique en France. Ça vaut la peine, non ? D'investir autant d'argent dans un outil qui pourrait aider à promouvoir l'égalité. Donc, adopter le guide et le diffuser à son personnel, et transmettre le guide aux prestataires extérieurs qui communiqueront ou élaboreront des communications pour le compte de l'institution signataire. Votre signature s'ajoute à celle de près de 60 organisations, ministères, universités, collectivités territoriales, dont le Conseil économique, social et environnemental, l'École nationale de l'administration que vous avez déjà citée, le Centre national de la fonction publique territoriale ou l'Assemblée nationale aussi, dont tous les services doivent désormais appliquer nos recommandations. Quand une institution signe, tous les personnels de l'organisation, de l'institution, sont engagés à appliquer cette convention et ce guide. Alors ce guide a suscité un grand intérêt. Plus de 20 000 exemplaires ont été demandés et nous sommes très largement sollicités par différentes collectivités pour intervenir et soutenir la diffusion de ce guide. Il reçoit un écho positif parce qu'il propose une alternative. Il laisse percevoir ce que pourrait être un langage égalitaire dans une société égalitaire. Donc depuis novembre 2016, la 2e version est sortie, qui maintenant est disponible en librairie au prix exorbitant de 3,50 €. Ce qui permet à toute personne, au-delà des collectivités publiques et des services de l'État, de se saisir de cet outil pour porter et mettre en œuvre cette démarche dans son association, son organisation syndicale, son entreprise, et je rajoute, dans son quotidien, dans son métier, à la maison, dans ses activités sociales, parce que nous sommes tous et toutes concernés par l'usage d'un langage égalitaire. Et donc, je pense qu'on peut tous et toutes se doter d'un petit slogan qui n'est pas très difficile à mettre en place si on le veut bien, c'est que ça ne passera plus par moi. Donc, ce que je dis souvent, le premier outil, c'est nous, déjà dans notre propre manière, à partir de maintenant, de nous exprimer au quotidien. Monsieur le Président, nous savons la force et la détermination de votre engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, et nous nous réjouissons que vous ayez tenu à le formaliser aux côtés du Haut Conseil à l'égalité. Le Haut Conseil à l'égalité est donc fier de vous compter parmi les signataires de la Convention d'engagement pour une communication publique sans stéréotype de sexe et espère que votre démarche va inspirer bien d'autres présidentes et présidents d'universités. Vous êtes effectivement, vous l'avez rappelé, le 8e établissement d'enseignement supérieur, ce qui représente à peu près 8% des établissements supérieurs qui existent en France à signer cette convention. Donc vous pouvez effectivement prétendre faire partie des pionniers, comme vous le disiez. Donc après l'ENA, le Conservatoire national des arts et métiers, l'École normale supérieure de Rennes, Sciences Po Toulouse, l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, l'Université Paris-Est Créteil, l'Université Toulouse Jean Jaurès. Et la prochaine fois que j'interviendrai là-dessus, je rajouterai et l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Juste un dernier petit mot avant de passer aux images.
je crois qu'on arrivera, et je le démontrerai avec 2-3 images tout de suite, si on fait de la pédagogie autour de cette affaire-là. On sous-estime beaucoup trop le pouvoir du langage. Je n'ai pas eu le temps de développer les choses plus avant sur cette question-là, mais chaque fois que nous parlons, nous commettons quelque chose. Et nous pouvons commettre de l'égalité. Alors, si vous en êtes d'accord, je vous propose quelques illustrations pour voir où se nichent parfois, à notre insu, les stéréotypes, comment les repérer et comment surtout faire en sorte qu'ils deviennent absents de nos modes de communication. Peut-être rappeler très rapidement, parce que c'est bien de parler d'une communication publique sans stéréotypes, mais est-ce qu'on sait ce que sont les stéréotypes ? C'est un mot qui est très très employé dans le langage commun, qui vient de l'imprimerie, vous le savez, et qui a été introduit en psychologie sociale en 1922, c'est pas tout récent. Ça désigne donc des représentations très schématiques, des croyances très très partagées, très consensuelles, sur les caractéristiques personnelles et les comportements de certaines catégories de personnes. Donc il y a des stéréotypes de sexe, mais pas seulement de sexe. Par exemple, les femmes sont douces ou les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. C'est un stéréotype. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes douces, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui n'ont pas le sens de l'orientation. Mais de dire les femmes sont douces et les femmes n'ont pas le sens de l'orientation, c'est faire une catégorisation monolithique où toutes les femmes seraient équivalentes, où toutes les femmes seraient douces et toutes les femmes n'auraient pas le sens de l'orientation. Et quand on dit les hommes sont courageux et les hommes ne sont pas minutieux, c'est aussi un stéréotype. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes courageux et des hommes pas minutieux. Distinguer peut-être rapidement aussi les stéréotypes de ce qu'on appelle les clichés et les préjugés, parce que souvent on emploie les mots les uns à la place des autres, et ils ont à voir les uns avec les autres, mais ils ne sont pas des synonymes. Un cliché, c'est une banalité, un lieu commun, une idée toute faite. Par exemple, les filles sont nulles en maths, c'est un stéréotype. Mais de dire les maths sont une matière difficile, ça c'est un cliché. De dire il pleut toujours en Bretagne, c'est un cliché aussi. Quoique. Je ne suis pas bretonne, mais j'affectionne particulièrement cette région, c'est pour ça que j'en parle. Et puis les préjugés. Alors ça, les préjugés, c'est une opinion a priori, un jugement préconçu à l'égard d'une personne. Et ça, une dimension tout à fait évaluative et qui est souvent négative. Par exemple, vous recevez des CV pour l'admission dans votre université, soit sur des postes, soit en tant qu'étudiante ou étudiant. Et puis, vous tombez sur un CV où il y a un certain nombre de fautes de grammaire. Ça va vous mettre en mauvaise disposition a priori. C'est-à-dire que vous allez développer, peut-être à raison et peut-être à tort, un jugement un peu négatif sur la personne en vous demandant d'ailleurs si vous allez la convoquer à un entretien. Et pendant l'entretien, si vous l'avez convoqué, vous allez avoir ça qui traîne et qui va biaiser un petit peu finalement le jugement. Alors comment ils opèrent les stéréotypes ? Eh bien, ils légitiment et ils naturalisent les rôles attribués aux femmes et aux hommes, ce qu'on appelle les rôles de sexe. Par exemple, les métiers de la petite enfance, on dit. Mais c'est tout à fait normal que ce soit essentiellement et quasiment que des femmes qui exercent les métiers de la petite enfance, comme assistante maternelle, par exemple, ou puéricultrice. Tout à l'heure, c'est ce que je cherchais, assistant maternel pour les petits garçons. Parce que les femmes sont douces, etc. Donc on va aller chercher un stéréotype pour légitimer, justifier, mais légitimer en le rendant naturel le fait que ce soit exclusivement des femmes qui soient dans ces métiers-là. On va pouvoir débattre, on aura un temps d'échange parce que peut-être ce que je dis parfois, peut-être avez-vous des opinions un petit peu différentes. Et ils sont des agents, les stéréotypes de sexe, efficaces de la hiérarchie entre les sexes, de la valence différentielle des sexes. Parce que souvent, les stéréotypes qu'on applique aux femmes, ce n'est pas les caractéristiques les plus valorisées dans la société. Ou comme on dit, c'est valorisant pour une femme. Et là, on a tout dit. C'est-à-dire que les caractéristiques les plus valorisées, généralement, font partie de la panoplie du masculin et alimentent les stéréotypes de sexe pour les hommes.
Et puis enfin, les stéréotypes, du coup, ils outillent les discriminations et a posteriori légitiment les inégalités. Par exemple, ce chef d'entreprise qui dit « Je n'engage pas de femmes à des fonctions d'encadrement parce que les femmes manquent d'autorité ». Donc ce monsieur, c'était un monsieur, donc je dis ce monsieur, commet une discrimination d'ailleurs qui est par ailleurs punie par la loi. Je n'engage pas de femmes en tant que femme, et ça c'est puni par la loi, à des fonctions d'encadrement parce que, et là il va aller chercher un stéréotype, parce que les femmes manquent d'autorité. Donc vous voyez, les stéréotypes c'est quand même des agents, parfois un peu secrets, parce qu'on n'en a même plus conscience qu'ils existent, on ne les repère pas toujours facilement, mais c'est des agents très très efficaces de la hiérarchie entre les sexes, c'est-à-dire des inégalités entre les sexes. Mais comme fonctionnent aussi les stéréotypes racistes, par exemple, ou homophobes. Alors, le genre, c'est-à-dire ces systèmes de normes de masculinité et féminité, et les stéréotypes de sexe, qui sont leurs adjoints efficaces, ont un effet sur les jugements qu'on a vis-à-vis des autres, mais aussi, et c'est important, sur la perception qu'on a de soi. Les personnes qui sont visées par des stéréotypes les intériorisent très tôt dans leur enfance, et les intériorisent tellement que parfois ça vient entraver leurs réelles compétences et leur réel niveau de performance. On en parlait tout à l'heure, ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Les stéréotypes sont menaçants. C'est un concept qui vient de deux chercheurs américains, Steele et Aronson, dans les années 1995, qui ont démontré que les étudiants afro-américains, qui sont dans des universités extrêmement sélectives, ont en moyenne des performances moins bonnes que les étudiants blancs, à des tests cognitifs, à des tests qu'on présente comme des tests de mesure cognitive et de mesure de l'intelligence. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ce n'était pas attendu. Et en fait, la menace du stéréotype, c'est ça. C'est quand je sais que je fais partie des gens visés par un stéréotype négatif, par exemple les filles sont nulles en maths, et qu'on me présente une épreuve, qu'on va me présenter par exemple comme une épreuve de géométrie, eh bien, je vais avoir plus ou moins inconsciemment peur de rendre vrai le stéréotype par ma propre performance, et j'ai donc à gérer la réponse au problème qu'on me pose et à gérer l'état émotionnel négatif, qui est cette crainte de faire rendre vrai le stéréotype. C'est ça qui entrave la performance objective des personnes. Donc ça aussi, ça a été testé du côté des stéréotypes de sexe. Donc, pourquoi je vous raconte ça ? Eh bien, on comprend que la chasse aux stéréotypes est ouverte, parce qu'on ne soupçonne pas les effets délétères que les stéréotypes ont sur la confiance en soi, sur l'image de soi, sur l'estime de soi, sur la manière de se penser dans une filière où on sait qu'il y a majoritairement des garçons, et les garçons ils y sont parce que les garçons, sous-entendu naturellement, sont meilleurs en maths que les filles, ou comprennent plus rapidement la technique et la technologie que les filles, ce qui entrave d'ailleurs aussi les garçons à s'envisager dans des filières et des professions traditionnellement et majoritairement exercées par les femmes, au prétexte que les garçons ne sont pas doux, ne sauraient pas s'occuper d'un nouveau-né, etc., etc. Donc les stéréotypes, encore une fois, ça y est, la chasse est ouverte, parce qu'ils empoisonnent la vie des garçons et des filles, des hommes et des femmes, finalement, sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on les fait marcher avec une forme de connivence et de complaisance, soit entre nous, mais soit pour nous-mêmes aussi. Je n'ai pas le temps de développer pourquoi on fait marcher les stéréotypes qui nous sont négatifs, mais on pourra peut-être en parler dans l'échange. Ça commence très tôt. C'est des images de maintenant, donc ça, c'est des bodies, c'est-à-dire à l'âge où les enfants ne savent même pas qu'ils sont des garçons ou des filles sur le plan biologique. Les adultes décident de leur faire porter des stéréotypes. Donc fort, vous voyez que les deux adjectifs ne sont pas du tout du même registre. Il y a l'apparence jolie et puis la robustesse physique de l'autre. Pareil, donc jolie, têtue, rigolote, coquette, amoureuse, mignonne, élégante, belle. Voilà, le registre du féminin. Quant au garçon, il est courageux, il est fort, il est fier, il est robuste, il est vaillant, il est rusé. Vous voyez que là aussi, les deux registres ne sont pas du tout du même type. Je prends exprès des supports de communication. Donc ça, c'est la petite princesse qui est assise plus bas que le petit garçon, qui est un pirate en position haute, le menton en l'air et la jambe en avant. Des cahiers de dessin pour les filles, pour les garçons, on ne sait pas où ça va s'arrêter.
je ne sais pas si c'est visible, mais on verrait, si vous regardiez de près, que les dessins sur la couverture rose ne sont pas les mêmes que ceux sur la couverture bleue. C'est-à-dire que les filles et les garçons ne dessinent pas les mêmes choses, ne dessineraient pas les mêmes choses. Et on les invite à ne pas dessiner les mêmes choses. C'est quand même un conditionnement assez important. C'est pour prévenir le mal de dos. Pourquoi les personnes qui ont imaginé ça mettent un monsieur dans un contexte professionnel, pourquoi pas, un contexte qui est très dénudé, c'est juste un monsieur avec des caisses lourdes, il s'y prend mal, il se fait mal au dos, alors que la dame, on nous raconte toute une histoire. Alors elle est dans un rôle traditionnel, c'est les travaux ménagers, les tâches ménagères, elle n'est pas au travail. Ça, c'était en 2014-2015, les classes prépa. Une fille en avant, assez dynamique, on va dire, puis un garçon plus cool, toujours. Bah oui, quand il avait 6 mois, c'était cool, qui avait marqué sur son body. Donc il est cool derrière, hein, les mains dans les poches. Pourquoi la fille devant? Je ne partage pas ce parti pris, qu'on mette éventuellement un garçon et une fille, puisque maintenant on est sous le diktat des images, de la photo, etc. On aurait pu les mettre sur le même plan. Ça, c'était en 14-15, un garçon et une fille. En 16-17, il n'y a plus qu'un garçon. D'accord, il est en rose. Y a-t-il un message? Il a l'air content. Enfin, il est souriant. Il a l'air d'y croire un petit peu. Et puis ça, c'est la dernière. 2017-2018. Il n'y a toujours qu'une fille, alors elle est en très gros plan. Puis alors, on l'a affublé d'une mimique. Vous savez, notre visage est le siège de l'expression de nos émotions, et même si on n'a pas été à l'école pour apprendre ça, nous faisons des expériences et nous apprenons à lire les émotions sur les visages des autres, c'est-à-dire les mimiques que nous avons. Elle est légèrement dubitative, hein, la jeune personne là, par rapport au garçon de l'année d'avant. Enfin, donc voilà, on jette des messages comme ça sans se rendre compte parfois des effets que ça a. Ça, c'est cette semaine. Le 6 juin, non, pardon. Oui, si, je ne sais plus quel jour on est. Oui, c'est pas si vieux que ça. Donc, je reçois la lettre d'information des Duc Pro. Et il y a un moment, voilà, les écoles d'ingénieurs post-bac privées plébiscitées par les bacheliers. Il y a une image, parce qu'on ne peut plus se passer de mettre des photos. Eh bien, c'est 3 garçons. Il n'y a pas de filles. C'est il y a quelques semaines. L'étudiant, dans le métro à Paris, 3 salons, les grandes écoles, un garçon, études et métiers d'avenir, un garçon, la santé sociale paramédicale, une fille. Donc évidemment, ils ont été interpellés et ils ont dit non, mais attendez, il y en a d'autres affiches dans d'autres stations et c'est pas comme ça. Ah oui, mais ça c'est l'affiche de trop quand même. Vous voyez comment les gens se défendent, c'est-à-dire ok, vous avez raison, ça c'est bourré de stéréotypes, mais on en a d'autres qui sont pas stéréotypés. Mais c'est pas le problème. C'est tolérance zéro. Parce que si vous êtes passé qu'une fois et que c'est ça que vous avez vu. Alors, il faut toujours balayer devant sa porte. Le CNAM. Donc je suis allé voir hier ou avant-hier ce qui se passait sur le site de mon institution d'appartenance, qui a signé. Le CNAM a été le premier signataire en tant qu'établissement d'enseignement supérieur sur cette convention. Alors, le CNAM recrute... Non, pardon, excusez-moi. Là, c'est l'annonce d'un colloque qui va avoir lieu le 12 juin. Il y a ici une première partie de ce colloque qui s'appelle « Discrimination et genre ». Vous voyez? Eh bien, tout est écrit au masculin pluriel. Donc, on dit genre, on va nous parler de la question des femmes et des hommes, et certainement des inégalités. Eh bien, c'est les parcours professionnels des anciens étudiants, donc il ne doit pas y avoir d'étudiantes, chinois. Peut-être que des garçons, ils envoient les Chinois. Salariés en France, mais alors on ne voit pas ce que le genre vient faire là-dedans. Les contractuels marocains, c'est pareil, il n'y a que des hommes. Face aux discriminations. Mais je rappelle que les discriminations, c'est genre, hein, c'est pas discrimination d'autre chose. Et l'articulation temps de vie chez les travailleurs indépendants, et généralement ça concerne, malheureusement, plutôt les femmes. Donc, vous voyez... Mais on ne s'arrête pas là. Je suis allé voir la communication du CNAM, ça date il y a 2 jours, 3 jours. Le CNAM recrute, alors très bien, parfait, des enseignants, .e, .s et des chercheurs. Enfin, c'est pas chercheurs, c'est chercheuses qu'il faut dire.
professeurs et maîtres et maîtresses de conférences. Je me dis merveilleux, sauf que j'ai la curiosité d'aller voir les fiches de poste. Et là, tout est écrit au masculin singulier. Le MCF, il aura pour mission, sous l'autorité du professeur évidemment, le candidat devra être un enseignant-chercheur, le candidat, etc., etc. Il faut assurer un suivi une fois qu'on a signé les conventions d'engagement. C'est-à-dire que, non, mais je le dis avec énormément de conviction, si on n'engage pas une communication, pour le coup, la pédagogique avec les personnes qui font partie de l'institution qu'on vient d'engager dans cette démarche d'une communication égalitaire, beaucoup de personnes ne vont même pas savoir que cette signature a eu lieu, d'autres vont le savoir et se dire ça va nous compliquer la vie, alors surtout les personnes dans les services de communication qui ont à écrire les choses. Ça va nous compliquer la vie, puis il va falloir trouver des photos de filles, de garçons. Enlever les photos comme ça, vous n'aurez pas ce problème. Et puis, il faut le dire aussi, de la résistance. Tout le monde n'adhère pas à cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et tout le monde n'adhère pas sur le fait que le langage va être un levier important. Certainement pas suffisant, mais nécessaire totalement. Le CNAM recrute un adjoint en gestion administrative, un attaché, un opérateur et un ingénieur. Voilà. Présentation des métiers de la logistique, ça c'est l'ONICEP toujours. 11 personnages sur ces 5 images, une femme. Et encore, on ne sait pas si elle travaille. Elle est au téléphone. Donc là, on a une mise en avant quand même des hommes. Donc lui, il est au premier plan, il est en une blouse blanche et le stéthoscope. Ça laisse peu de doute sur la profession qu'il exerce. Et elle, avec leur sourire, là, le plombier, remarquez, il lui explique apparemment à la dame. Et puis là, des activités d'assistante maternelle, d'hôtesse d'accueil, d'hôtesse. Et puis là, des messieurs sérieux, avec des casques, ils regardent des plans vraisemblablement. La SNCF, qui propose des métiers agents, alors HF, mais ça suffit pas, les études le prouvent, quand vous écrivez HF, ça n'a pas du tout le même effet sur les représentations des personnes que quand vous écrivez agent et agente. Manager d'escale et responsable, ça c'est un terme épicène, responsable. C'est un mot qui ne change pas de forme selon qu'il s'applique au féminin ou au masculin. Une femme. Mais quand on est dans les métiers agents de sécurité, des hommes. Bon, ça c'est nos collègues belges. C'est l'équivalent de Pôle emploi. Osez réaliser vos rêves en devenant auxiliaire de ménage, quoi. Et on affuble cette petite fille de bigoudi c'est un véritable scandale. Qu'un organisme aussi sérieux que celui-ci l'ait accepté et accepte de le diffuser. Imaginez ce que ça fait aux filles et aux femmes de voir ça. Puis alors là, quand on se bat aussi pour l'égalité à la maison, parce que le premier lieu d'inégalité, il est à la maison par le non-partage du travail domestique qui a un effet sur l'orientation des filles et les carrières des femmes, pas moi qui le dis, c'est toutes les statistiques publiques de l'INSEE, etc., eh bien les garçons ne vont pas se sentir vraiment concernés par ce type d'activité. Ça a été retiré aussi, c'était le ministère de l'Éducation nationale, il y a quelques années, Laura a trouvé le poste de ses rêves, en pastel rose, assise nonchalamment, qui lit manifestement un roman. Et lui, c'est la même pub, c'est pour les faire venir professeurs des écoles. Il a trouvé le poste à la hauteur de ses ambitions. Univers bleu, lumière froide, il fait tomber de la nuit, il est encore au travail, penché, manches relevées, tout concentré sur son ordinateur. Pour les filles, devenir prof, c'est un rêve. Pour les garçons, c'est de l'ambition. Après, on dit les filles, elles manquent d'ambition. Elles ne vont pas dans les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Elles ne vont pas dans les grandes écoles d'ingénieurs. Plutôt que de dire aux filles pourquoi vous manquez d'ambition, c'est questionnons comment le système fonctionne au quotidien pour les fabriquer ainsi. Et fabriquer chez elles les phénomènes d'autocensure et d'autosélection. Et nous y participons tous en tant qu'adultes.
depuis qu'ils sont nés. Donc vous voyez tout à l'heure, le joli, coquette et le fort, vaillant, ben, je me suis dit tout d'un coup, il y a une correspondance entre ces deux images. Hein, voilà, elle est restée dans le rose, jolie, coquette. Et puis lui, il est resté dans le bleu, il est fort, il est vaillant, il a de l'ambition. Vous voyez la continuité? Non, vous ne faites pas ça, bien sûr. Une revue très sérieuse des ECPA, qui est un organisme, un organisme très connu des ressources humaines en France, et qui produit des tests, enfin des outils de sélection, de management, comme on dit. Ça s'appelle L'avenir est dans l'homme. C'est pas ce numéro en particulier que je viens de recevoir. Toute leur couverture, tout le temps, c'est ça. L'avenir est dans l'homme, et il y a ce monsieur en première de couverture avec après, on décline ce qu'on va trouver dans le numéro en question. Et dans ce numéro en question, il y a tout un dossier sur les personnalités difficiles. Mais c'est sans doute moi qui ai un mauvais œil. Voilà, être utile à chacun. C'est la même entreprise qui communique. Être utile à chacun dans l'intérêt de tous. Donc on voit une jeune femme qui boit. La télésurveillance, donc une maman et sa petite fille, on ne peut pas se tromper parce qu'elle est en rose. Mais dès qu'on passe aux hommes, c'est passer vos ordres à la bourse. Et puis gérer vos investissements. Le monsieur dicte à son assistante ce qu'il a envie de lui dire. Ça, c'est la ville de Lyon, donc on n'est pas concerné, qui recrute des conducteurs et des conductrices, sans doute HF, pour la ville de Lyon, et qui dit, grâce à vous, qui conduirez les transports publics de la ville de Lyon, cet homme va pouvoir aller au foot, au cinéma, au restaurant, comme il veut, quand il veut. Et grâce à vous, cette femme peut aller chercher ses enfants à l'école juste après son travail. Qui a dit que le langage était neutre, que ça ne transmettait rien de nos représentations, de nos valeurs, de l'idée qu'on se fait des rôles des uns et des autres dans une société? Ça, alors c'est pas le CNAM, cette première de couverture d'un fournisseur de fournitures. Le CNAM, nous, c'est majuscule, notre fournisseur. Le CNAM a mis son logo, puisque maintenant on reçoit ça en ligne et on dit je veux tel stylo, etc. Le CNAM a laissé passer ça. La direction de la communication et surtout la direction des achats a laissé passer ça. Parce qu'au CNAM, on n'a pas mis en place, après cette signature d'il y a 2 ans, des séquences obligatoires de sensibilisation de tous les acteurs et actrices qui sont au poste clé du Conservatoire des arts et métiers. La direction de la communication, la direction de la recherche, les achats, etc. Toutes les. Donc, voilà, les gens laissent passer ça. Donc j'ai réagi, j'ai alerté ma collègue qui est la chargée de mission égalité, qui est allée voir ce qui se passait, et enfin, on a pu voir disparaître cette couverture. Alors vous allez me dire, le coupable, c'est majuscule, enfin, vous voyez où on en arrive, c'est-à-dire que là, on est dans le porno chic, quoi, c'est pour vendre des fournitures à une institution publique de l'État. Et une institution qui pourtant a signé la convention d'engagement, mais qui ne doit pas le savoir, et qui laisse passer cette couverture sans être choqué, sans se dire il y a un petit souci. Quand on croit bien faire, c'est-à-dire c'est jouer, alors c'est les femmes et le sport, mais jouer la carte féminine parce que c'est votre meilleur atout, quoi. Donc elles sont sportives, mais elles sont quand même en talons hauts, avec des positions pas très sportives. Comme quoi, vous pouvez faire du sport, mais il faut que vous restiez féminine, les filles. Là, j'ai eu qu'à me baisser pour ramasser, quand j'ai fait sur Google Images mixité des métiers. Et bien, qu'est-ce qu'on voit dans ces images? Donc, c'est des femmes qui sont dans des métiers traditionnellement majoritairement exercés par des hommes. Mais enfin, on remarque autre chose quand même. Elles sont jeunes, elles sont jolies, elles sont souriantes, elles sont plutôt blanches, plutôt blondes. C'est quoi le message? Que pour faire les métiers que faisaient avant les hommes et que les femmes peuvent exercer aussi, il faut être jeune, sexy, jolie, plutôt blanche, plutôt blonde, et donner envie, quoi. Celle-là, là en bas à droite, elle est la pompière, là. J'ai perdu la pompière. C'est une photo qui a gagné un concours.
Et donc, c'est une pompière qui se met du rouge à lèvres en se regardant dans son casque. C'est-à-dire, je suis pompière, mais je suis restée une femme féminine. On ne va pas y arriver. Bon, ça c'est déjà mieux. Et puis, j'ai trouvé ça quand même. Ça, c'est un bon exemple. Illustration du livre de Christine de Pisan, 1403 ou 1405 du siècle dernier, qui a écrit La Cité des Dames. Et cette illustration, qui date de l'époque, montre sur la partie gauche que j'ai coupée là, des femmes habillées comme ça qui lisent et qui écrivent, c'est-à-dire les femmes peuvent être intellectuelles, lire, écrire, produire des idées et par le langage les transmettre, et elles peuvent aussi, tout aussi bien, monter les murs de la Cité des Dames. Donc ça, c'est une bonne communication sans stéréotype de sexe. Les 10 recommandations, encore une fois, ce ne sont que des recommandations: éliminer toutes les expressions sexistes de nos communications, accorder les noms de métiers, user du féminin et du masculin, utiliser parfois l'ordre alphabétique, ça moi je ne l'utilise pas parce qu'on ne s'en sort pas, présenter intégralement l'identité des femmes et des hommes, ne pas réserver le patronyme aux hommes et appeler les dames par simplement leur prénom, ce qui se fait assez souvent, mais ça on ne le remarque pas, il faut tout d'un coup avoir les yeux. Ne pas réserver aux femmes les questions sur la vie personnelle, vous voyez le lapsus, personnelle quand on fait par exemple des entretiens de recrutement ou les entretiens professionnels, parler des femmes plutôt que de la femme, bien sûr, et parler des hommes et plutôt que de l'homme, diversifier les représentations et veiller à équilibrer les nombres de femmes et d'hommes dans les images, etc. Former les professionnels et diffuser ce guide. Voilà, je vous remercie. J'ai juste été interpellée sur la fiche avec les 3 personnages sur les métiers où on avait 2 hommes et une femme et la femme était sur social. La fiche de l'étudiant. C'est ça. Là-dessus, je m'interroge de quelle est la solution, parce que finalement, si on avait mis un homme sur le social, on aurait une femme sur les ingénieurs, enfin, on n'est pas non plus obligé d'empêcher d'avoir des femmes dans le social. Donc, s'il y a une série d'affiches avec une variation sur le thème de une femme. Alors, soit on ne met pas de photos, mais ça paraît difficile maintenant de ne pas imager. Ouais. On peut faire des iconographies, mais enfin dans ce type de communication, on ne voit pas bien comment. Il faut mettre les deux systématiquement, c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Non, vous mettez un garçon et une fille à chaque fois, puis voilà. Les métiers d'avenir, vous mettez un garçon et une fille, les métiers scientifiques, vous mettez un garçon et une fille, les métiers du social, vous mettez un garçon et une fille. Par exemple. L'illustration ici, là, vous avez des... Des voilà. Affiches où il y a eu, je sais qu'il y a eu à l'époque les discussions de savoir, mais qu'on ne pouvait mettre que 3 visages. Et donc vous avez formation, recherche, réussite, où il y a 2 hommes, une femme. Donc on a faire l'inverse. Donc sur la globalité, c'est équilibré. Mais c'était pas, je me souviens qu'il y a eu cette discussion. Il faut se méfier des nombres impairs. Il vaut mieux partir sur du pair. Ce que je veux dire, c'est que je comprends, et je suis complètement pour le fait de changer de représentation, mais je pense qu'on peut aussi... on n'est pas obligé d'aller directement à l'opposé. C'est pas aller à l'opposé, c'est plutôt essayer de stopper des modes de communication qui ne font que pérenniser et renforcer toujours dans le même sens. Vous voulez mettre qu'une personne, eh bien mettez la fille sur les métiers de demain et mettez le garçon au métier du social. Mais comme par hasard, ce que je vous ai montré est complètement dans le sens attendu. Donc non, on ne peut pas vouloir la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans une société qui se veut démocratique, ou sinon il ne faut plus parler de société démocratique. Et après, je ne dis pas ça pour vous, bien évidemment, je restigmatise l'étudiant, le journal L'étudiant, et en même temps produire des supports de communication qui vont à l'encontre, parce qu'ils sont pétris des stéréotypes les plus éculés. Et de nous dire, enfin nous, c'est pas le HCE qui est intervenu, on n'a pas vocation à intervenir directement auprès
On n'est pas le HCE n'est pas un gendarme de l'égalité, donc nous n'intervenons auprès de personne. Nous faisons des commentaires sur des projets de loi, ça on s'en prive pas quand on les juge limitant ou freinant l'égalité ou allant dans le mauvais sens pour l'égalité, mais jamais nous on va se manifester auprès de l'étudiant, auprès mais il y a suffisamment d'associations et de gens dans les starting blocks sur ces questions-là. Donc de dire oui mais vous savez on a d'autres affiches qui sont moins stéréotypées, enfin, pour moi c'est vraiment pitoyable comme défense, quoi. Cette affiche c'est l'affiche de trop, c'est tout. Et souvent je dis dans les cours que je fais, parce que je suis enseignante dans ce qu'on appelle les études genre, à la place de femme, dans une blague par exemple, dans une situation donnée, vous mettez arabe, noir ou juif, et vous verrez, ça ne produit plus du tout les mêmes effets. Et les arguments qui nous sont servis en disant mais c'est de l'humour, ou oui, mais il y a une affiche très stéréotypée là sur les Arabes, mais on en a d'autres, vous savez, qui ne le sont pas. Ben, c'est quand même, tout le monde pensera que ça a été l'affiche de trop. Il y a une tolérance sociale aux stéréotypes de sexe qu'on a, Dieu merci, moins, j'ai pas dit plus du tout malheureusement, mais moins à l'égard des stéréotypes de race, notamment. Ouais, je ne suis pas complètement d'accord, parce que je ne suis pas complètement persuadée que celles-là soient stéréotypées dans le sens où ce n'est pas mal d'être une femme et d'être une... Mais c'est pas ça un stéréotype. Mais non, attendez, peut-être qu'on est sur deux niveaux, on parle peut-être pas exactement de la même chose. Quand je dis deux niveaux, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de dire que c'est mal quand on est une fille et qu'on veut être dans un métier du social. Il n'y a aucun jugement de valeur à avoir sur les femmes qui sont dans les métiers du social, c'est pas ça. Ni sur les hommes mécaniciens ou ingénieurs en aéronautique. Il n'est pas là le problème. Le problème, c'est cette énorme ségrégation du travail. Si je vous donnais les chiffres, peut-être que vous tomberiez un peu de haut en pensant que oui, ça existe, mais à ce point-là, je n'aurais pas cru. Moi, c'est souvent ce qu'on me dit quand je sors les chiffres. Comment peut-on lutter contre cette division du travail qui participe des inégalités de sexe et qui limite l'horizon de destin personnel des filles et des garçons aussi, même s'ils sont après dans le groupe dominant, l'éducation à la masculinité et à la virilité est une limitation de l'humain. Eh bien, ce type d'affiche renforce cette limitation. Donc il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou pas bien que des filles veulent faire du métier du social, à condition que parmi tout un choix, ce soit ça qu'elles aient choisi, non pas en tant que filles, mais en tant que personne qui a envie de s'engager dans du social. Et je vais même aller plus loin, puis on passera peut-être ce type d'affiche, ça renforce le fait que les garçons ne mettent pas les pieds dans les filières du social. Ils sont 2% dans les filières du social. Vous savez ça. Donc cette affiche, c'est même pas par rapport aux filles. Elles, il n'y a même pas besoin de les solliciter pour qu'elles aillent dans les métiers du social. Elles y vont. Pas toutes, heureusement, mais elles y vont. Le problème, moi, que je vois en tant que chercheuse et militante sur ces questions-là, mais d'abord chercheuse, c'est qu'on ne va pas inviter les garçons à se projeter dans ce genre de métier. Et on n'aura pas d'égalité dans notre société s'il n'y a pas de mixité des rôles sociaux, dont les rôles professionnels, les rôles familiaux, les rôles professionnels sont des grands piliers du fonctionnement de notre société, les rôles, les fonctions, etc. Donc, mettre une jeune femme sous les métiers du social, eh bien, encore une fois, les garçons, ils passent à côté, ça ne les concerne pas. Et ça renforce les filles dans l'idée qu'on les attend là, on les attend. Je ne sais pas quelle est votre fonction, donc moi je suis enseignante-chercheuse et je lis des CV et des lettres de motivation pour entrer dans les masters que nous avons, qui sont des masters de sciences humaines, de psychologie, de l'orientation professionnelle, etc. Et quand je lis les CV et les lettres de motivation, enfin les lettres de motivation, c'est « je veux être utile ». Enfin, c'est des filles, bien sûr. Va être utile. Je suis complètement d'accord avec vous. Ce que je dis, c'est que si on a deux types d'affiches, je ne pense pas qu'il y ait... Non, je ne suis pas d'accord. Mais non. Mettez un garçon à côté de la fille. Je n'ai pas dit enlever la fille. Mettez un garçon. Vous voyez que le point de vue est un peu décalé. Oui. Oui, j'ai une question
plutôt général. Est-ce que ce serait pas utile de ne plus mettre de photos de garçons ou de filles sur des affiches d'offres d'emploi? Les affiches, pas ce genre d'affiches dont on vient de parler. Oui, oui, oui. Vous devriez mettre plutôt des compétences en avant d'un métier, au lieu de mettre forcément représenter le métier via une image d'homme et une image de femme. Alors, on est peut-être minoritaire, mais je partage votre point de vue. Là, on est un peu à contre-courant, je ne sais pas si vous en avez conscience. Si, parce que l'image est partout, elle envahit tout, quoi. Vous envoyez un CV, il faut mettre votre photo, enfin... mais je suis d'accord, la photographie, l'image qui représente homme-femme, elle est rarement utile, mais elle peut être nuisible. Et puis, peut-être que je vais bousculer un peu là aussi, mais on le sait très bien que biologiquement parlant, contrairement à ce qu'a décrété l'état civil où nous déclarons la naissance de nos enfants, il n'y a pas que deux sexes, il n'y a pas que deux catégories, les mâles et les femelles. Il y a aussi des gens qui sont un peu entre 2 et 4% de notre population. Comment ils se retrouvent ces gens-là ? À force aussi de mettre tout le temps des hommes et des femmes, on renforce la binarité, qui n'est même pas une loi biologique, même si elle est majoritaire, mais qui ne correspond pas exactement à la variabilité biologique du sexe dans l'espèce humaine, et puis qui renforce surtout la binarité du genre, c'est-à-dire de ces normes de masculinité et féminité. Et c'est ça contre quoi il faut lutter. Donc je suis d'accord avec vous, les photos sont des pièges. Il faudrait peut-être travailler dans le sens où on peut... ils peuvent être... Voilà, quand vraiment la photo est utile, qu'on ne peut pas... C'est sûr que quelqu'un qui va faire de la publicité dans le métro, si cette personne ne met que du texte, ça va pas bien marcher, quoi. En gros, il faut frapper les gens avec des images. Donc soit on représente des humains, dans ce cas-là, on mixte. Voilà, on ne met pas qu'une femme ou qu'un homme, on mixte. On mixte. Alors après, on rentre dans d'autres critères. C'est la couleur de la peau, c'est la taille, c'est la corpulence. Oui, vous voyez où ça nous entraîne, hein. Non, mais conducteur TGV, ils mettent un TGV. Voilà, oui, mais oui, là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais bien sûr. Réfléchissons avant de mettre absolument des photos partout. Qu'est-ce que ça apporte ? En dehors de renforcer parfois des stéréotypes. Mais ça peut aider à les combattre, justement, quand on met des femmes là où on ne les attend pas, ou des garçons ou des hommes là où on ne les attend pas. Moi, je me pose une question, là, on parle de l'université, et moi je suis d'accord sur l'introduction de l'écriture, etc. Et c'est très important. Je me demandais si c'était prêt. Je me demandais si c'était presque pas déjà trop tard. Parce que je suis mère de 2 ados, en l'occurrence. Vous voulez nous désespérer ? Non, mais je me disais, est-ce que ça ne peut pas commencer plus tôt ? Parce que là, je parle de 2 ados, donc un garçon, une fille, tous les deux 18 ans, en train de passer leur bac. Et il y en a un qui dit, moi je veux être chef d'entreprise. Et l'autre qui me dit, ma fille en l'occurrence, moi je veux être utile. Exactement ce que vous dites. Ils ont 18 ans. Je me bats tous les jours contre leur représentation. Enfin, j'essaye, parce que moi-même, je suis complètement stéréotypée. Enfin, je veux dire, j'ai été engrammée d'une certaine manière aussi. Donc il faut déjà se battre contre sa propre éducation pour voir là où on pêche, entre guillemets. Et ensuite, voir ce que nos ados reçoivent à la télévision, etc. Alors quand on regarde les infos avec eux, c'est assez simple, mais après ils regardent aussi beaucoup d'autres choses qu'on ne voit pas. Et même dans les lycées, alors là j'en veux beaucoup à certains lycées, on les stigmatise encore plus parce qu'elles sont des filles. Alors les jupes sont trop courtes, vous êtes trop maquillées, etc., etc. En faisant une règle bien sûr du quotidien, parce que sinon c'est pas possible de vivre ensemble. Donc moi je me dis, bon, il y a cet effort qu'on fait pour l'éducation, mais est-ce qu'en amont, je sais pas, est-ce que quelque chose est fait aussi ? Mais vous savez bien sans doute que pour combattre des systèmes inégalitaires qui se sont construits il y a très 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 longtemps, il faut allumer tous les feux en même temps. Donc ce que vous dites est vrai, mais n'est pas exclusif. Ça n'est pas parce que il faut commencer à la naissance qu'il ne faut pas signer cette convention d'engagement. Mais je sais bien que ce n'est pas ça que vous avez dit. Il y a même une enquête de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui est dans le cas d'une enquête longitudinale qui s'appelle l'enquête ELF,
a fait une recherche auprès de parents qui attendaient leur second enfant et leur demandant s'ils voulaient, ils ou elles, connaître le sexe de leur bébé à venir. 94% des couples ont répondu oui. Il s'agit des couples cadres ou cadres sup qui habitent Paris. Donc ils veulent tous connaître le sexe. Quand on leur demande pourquoi, ils disent parce qu'on nous dit qu'il faut savoir bien attendre le bébé à venir, donc c'est important qu'on sache si c'est un garçon ou une fille. Là, moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, déjà, les bras m'en tombent, quoi. Enfin, l'important, c'est de savoir comment bien accueillir un bébé, un petit humain, qu'il soit une fille ou un garçon. C'est-à-dire que potentiellement, après la puberté, cette personne va produire des spermatozoïdes ou des ovules, on s'en fiche. Et alors, c'est tout un questionnement qui arrive et tout un environnement qui se met à attendre une fille ou un garçon. Les mouvements du bébé dans le ventre de la mère sont interprétés différemment selon que c'est une fille ou un garçon. Si le bébé donne beaucoup de coups de pied et remue, si c'est un garçon, c'est le futur Zidane ou je ne sais quoi, de très vaillant, robuste, vous vous rappelez, chez Petit Bateau. Et si c'est une fille, elle va avoir un sale caractère, va pas se laisser faire, etc. C'est le papier peint de la chambre, c'est les premiers jouets, tout est mis en route dans la panoplie du masculin et du féminin. Et savez-vous ce qui pose problème à ces parents, notamment les mères? C'est, je mets des guillemets parce qu'on dit ça comme ça, la garde-robe, je ne sais pas pourquoi le mot robe vient faire, mais vous voyez, il y a plein d'expressions comme ça, la garde-robe. C'est-à-dire, si le bébé à venir est du même sexe que l'aîné, on n'a aucun problème. Si le bébé à venir n'est pas du même sexe que l'aîné, alors là, on est embêté parce que, voyez-vous, ce bébé qui n'est pas encore né, il est exclu de penser qu'on pourra lui passer les bodies, les trucs qu'on met au nouveau-né quand il vient de naître, de son frère ou de sa sœur. Moi qui suis d'une génération où le prêt-à-porter des bébés existait moins que maintenant et le gender marketing n'avait pas encore fait ses ravages, bien sûr qu'on se passait les vêtements, mais même jusqu'à un certain âge, entre les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, etc., quoi. Donc les parents qui en même temps disent oui, je veux faire une éducation égalitaire, etc. Puis disent ouais, je reconnais, je suis un peu oui, je fais marcher les stéréotypes, quoi, le rose, le bleu, le ceci, le cela, la petite robe. Oui, je veux bien acheter ça. Oui, c'est pas rose, mais vous voyez, il y a un petit liseré rose qui montre bien que c'est quand même un vêtement pour une fille. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec tout ça. Donc ça commence, voilà, vous voyez, même avant la naissance. Donc il faudrait une école des parents qui leur permette de ne pas fonctionner sous les stéréotypes de sexe et le genre, c'est-à-dire ce système de normes hiérarchisées de masculinité et féminité. Et puis vous avez envoyé une autre question en même temps, c'est la question de l'école. En tout cas, j'ai entendu ainsi. Que fait-on, quoi, hein, que fait-on à l'école? Vous avez parlé de lycée ou de collège où les filles sont stigmatisées sur leur tenue. Eh bien, au Conseil et l'égalité, donc j'ai eu le plaisir de piloter un rapport sur la mise en place des modules de formation à l'égalité dans les SP, créés en 2013, comme vous le savez. Et dans le tronc commun, il y a toute une liste de choses que les SP doivent mettre en œuvre pour les futurs acteurs et actrices de l'éducation nationale. Et il y a une ligne, c'est sensibilisation ou formation à la sensibilisation, vous voyez, on prend des gants à l'égalité filles-garçons. Et on s'est auto-saisi, là, pour le coup, au Conseil, de savoir c'est quoi la mise en œuvre. Donc on a pratiqué des auditions de responsables du ministère, etc. Je vous passe les détails, le rapport est en ligne. Et bien, sur les SP qui nous ont répondu, il y en a 8 sur les 32 qui n'ont pas répondu. On fait l'hypothèse qu'elles ne font rien, parce que quand c'est le Haut Conseil qui, quand même, fait une enquête, et si on fait plein de choses, on a envie que le Haut Conseil parle de vous dans son rapport et les valorise. Donc, quand on ne répond pas, c'est que, généralement, on n'a rien à dire. Donc, il y en a quand même 8 sur 32 qui n'ont rien à dire. Et sur les autres qui ont répondu, ça va d'une conférence de 2 heures à parfois 40 heures, mais optionnelle. Et quand on analyse les freins, on a demandé aux personnes quels étaient les freins à la mise en œuvre de cette formation. Il y a le manque de personnel formé à ces questions, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais il faut s'y mettre, quoi, former des gens qui vont pouvoir animer des enseignements là-dessus. Mais plus inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de demande. Les stagiaires en SP réclament pas des formations là-dessus. Vous savez que c'est essentiellement des filles aussi qui vont vers les métiers du professorat. Hein.
Eh bien, ces personnes pensent que tout est réglé, que franchement, on va perdre du temps, plutôt que de préparer le concours, à parler de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école, parce qu'elles pensent que tout est réglé. Donc il n'y a pas de demande sociale sur cette question, sur ces inégalités. Alors, quand il n'y a pas de demande sociale, ben moi je dis, ça ne passera pas par moi, cette indifférence, et le premier outil, c'est moi. Toujours se rappeler qu'avant de stigmatiser la responsabilité des autres, c'est se demander, est-ce que moi je fais ce qu'il faut? Est-ce que je laisse encore dire ou passer des choses? Et est-ce que j'agis à mon niveau, de manière réaliste ou pas, au quotidien? Ben, la demande sociale, c'est pas un concept comme ça, hein, lancé dans l'univers. S'il n'y a pas de demande sociale, c'est parce que nous n'en avons pas. Nous ne demandons pas là-dessus. Je ne connais pas encore beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui se rebellent sur le fait de ne pas avoir eu de formation à cette question, alors qu'ils vont, il et elle, se rebeller, et de façon parfois légitime, à ne pas avoir été assez bien formés aux classes un peu difficiles, à la question du décrochage, à la question de l'hyperactivité de certains enfants dans les classes. Mais là-dessus, ils sont très minoritaires. Alors, il faut que nous la produisions, nous, cette demande sociale. Je ne sais pas si vous avez lancé des choses importantes dont on pourrait parler. Donc oui, ça vient de loin, ça commence très tôt, mais à notre niveau et au moment où on intervient avec les gens, on a forcément encore quelque chose à pouvoir faire. Sinon, c'est trop pessimiste. Bonjour, je suis chef d'entreprise et j'ai la chance d'être la maman d'un jeune homme, 19 ans, et d'une jeune fille de 15 ans. Je voudrais revenir sur la photo de la pompière. Aujourd'hui, dans mon métier qui est exclusivement féminin, j'ai réussi à introduire 6%. Merci. 6% de masculin. C'est quoi votre métier? L'esthétique et la cosmétique. Quand vous dites que vous introduisez du masculin, vous voulez dire quoi? Parce que dans notre non, métier, attendez, vous voulez dire quoi? J'ai embauché des apprentis masculins dédiés à la vente en produits cosmétiques. Des garçons. Ah, on ne sait pas s'ils sont masculins, mais c'est des garçons, c'est ça que vous voulez dire? Genre masculin. Non. Ah non, on ne peut pas non plus. Et parce non. que ce sont des hommes. Je vais vous dire, non. Pour moi, certains sont des ados encore. Non, attendez. Les adjectifs masculins et féminins désignent quelque chose de bien précis, c'est que c'est des gens qui donnent à voir de la féminité ou de la masculinité. Ce n'est pas forcément des hommes ou des femmes au sens biologique du terme, voyez-vous? Et oui, mais maintenant, il y a un flou dans le langage. Avant, on disait filles, garçons, hommes, femmes. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, depuis 2 ans, les gens... Et je ne vous stigmatise pas, hein, c'est mon côté prof, excusez-moi. Les gens ne disent plus garçon-fille ou homme-femme. On me parle de mes collègues masculins. Moi, je dis, ah bon, qu'est-ce qu'ils ont, tes collègues? C'est qui? Bah, c'est des collègues masculins. Je dis, ah bon? Mais c'est des hommes. Ah, et ils sont tous très masculins. Ah ben on ne sait pas, parce qu'on s'en fiche d'ailleurs de ça. Vous comprenez? Ce que vous voulez dire, c'est que dans un métier très historiquement et majoritairement exercé par des femmes, inscrites ainsi à l'état civil, eh bien, vous essayez de faire venir des hommes, des garçons, puis des hommes. Et alors? Donc c'était juste pour fixer le cadre dans lequel je Vous voyez, le fonctionne. langage est important. Hein. Très important. Ma fille veut devenir pompier volontaire. Pompière. Et je ne savais même pas que le terme existait, donc j'ai appris 2 choses encore. Non mais... Attendez. Mais c'est pourtant... Le féminin je me existe. sens savoir lire, mais... Le féminin, le mot existe, on ne l'emploie pas, mais le féminin de la langue française, il existe depuis la naissance de cette langue. Par contre, elle tiendra toujours à avoir son rouge à lèvres. Donc il ne faut pas non plus stigmatiser le fait qu'elle se maquille dans un métier masculin. Vous aviez dit, c'est une photo qui a eu un fort retentissement parce qu'elle met du rouge à lèvres dans le reflet de son casque. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il faut respecter aussi bien la féminité. Une jeune fille qui est belle, elle n'a rien demandé. Mais il ne faut pas non plus la stigmatiser dans un métier masculin où elle ne pourra pas porter de talons, où elle ne pourra pas se maquiller. Comme a fortiori dans mon métier à moi, les hommes avec qui je travaille ne sont pas obligés d'être rasés de près, d'avoir la peau super crémée, etc. Ça aussi, pour moi, c'est un cliché, vous voyez. Et je lutte contre ça pour que chacun se réalise en tant que personne, en fonction de ce qu'elle aime, de ce qu'elle est et de ce qu'elle a envie de revendiquer. Et je suis d'accord avec madame, où aujourd'hui, les adolescentes au lycée vivent une pression vestimentaire, mais vraiment insupportable, où elles sont en basket et en jean, et pourtant, Dieu sait si elles aiment acheter des jupes entre copines. Alors, vous faites une belle démonstration. Il y a plein de matériaux dans ce que vous venez de dire. Je crois que je suis
à 100% d'accord avec l'une de vos dernières phrases, c'est-à-dire que vous êtes pour que chaque personne, et on oublie fille, garçon, homme, femme, que chaque personne puisse vivre, se réaliser dans des manières, dans des activités qui lui conviennent, au-delà d'être une fille ou un garçon. On est d'accord là-dessus? Bien. Quand j'ai fait remarquer les photos, il ne s'agit pas de stigmatiser, parce que vous avez employé ce terme plusieurs fois, j'ai du mal m'exprimer, parce que ce n'est pas ça le sens de mes propos. Je ne stigmatise pas les jeunes filles, les jeunes femmes et les moins jeunes à avoir un rouge à lèvres sur elles et de s'en mettre de temps en temps ou pas. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de garçons et d'hommes qui aient ça aussi quelque part dans leur poche s'ils ont envie. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à la cour des rois de France, et ça a duré un certain nombre de siècles, les hommes étaient maquillés, portaient rouge à lèvres, ils portaient poudre, ils portaient des mouches qu'on mettait, ils avaient perruques, ils portaient des talons hauts, ils avaient des rubans partout, ils portaient des bas, des dentelles. Ça vous rappelle quelque chose? Ça faisait partie de la panoplie de la masculinité de cette époque-là pour cette aristocratie-là. Et puis, on a changé, ce qui prouve bien que ce qui est masculin et féminin, c'est précaire, c'est contingent, ça varie selon le temps, selon les cultures, etc. Ce n'est pas naturel du tout, la masculinité ou la féminité. Ce sont des rôles qu'on apprend. Donc, il ne s'agit pas d'enlever le rouge à lèvres aux filles, comme quand je parle des jouets de garçons et de filles. Les gens disent « Ah, on ne peut même plus offrir des poupées aux filles », mais personne n'a jamais dit ça. Ce que nous revendiquons, c'est de les offrir aussi aux garçons, les poupées. Vous voyez? Il y avait une anecdote d'un monsieur qui racontait que quand il était petit garçon, il aurait bien aimé avoir une poussette avec une poupée dedans, mais le père qu'il avait à cette époque-là, c'était même pas visible, inimaginable. Donc ce petit garçon, qui est devenu un monsieur père de famille à son tour, a été frustré de pouvoir jouer, comme tous les petits humains, là c'est en tant que psychologue que je parle, les jouets qu'on n'offre qu'aux filles et pas aux garçons, c'est vraiment embêtant pour les garçons. Parce qu'on les prive du développement de la fonction symbolique qui est très important chez les petits humains. Donc là, c'est une violence qu'on fait aux garçons. Ce monsieur donc s'est construit avec cette frustration en tant que garçon. Pourquoi j'ai pas droit à ça? Enfin, il y a un sentiment d'injustice quand même, qui est légitime. À son tour, il devient père de famille, il a un petit garçon à qui il permet d'avoir une poussette avec une poupée dedans. Et un jour, son petit garçon lui dit « Papa, je viens avec toi au marché et je prends la poussette avec le bébé dedans. » Et là, le père dit « Là, j'ai pas pu dire oui. Voilà, j'ai encore, moi aussi, une barrière. C'est-à-dire, tant que ça reste à la maison, en gros, ça ne se voit pas. Mais si on me voit dehors avec mon garçon qui a une poussette et une poupée, qu'est-ce que vont dire les gens? Ah, ce foutu regard des autres. » Et alors il dit, peut-être que lui, quand il sera père de famille, voilà, il aura fallu attendre 3 générations pour qu'un petit garçon puisse sortir dans la rue avec une poussette et une poupée dedans. Donc, c'est vraiment une question de liberté de création de soi, comme on dit dans mon jargon, d'oublier les normes de masculinité et féminité. Donc, la pompière qui a envie de se maquiller, mais personne n'a rien à dire à ça. C'est pas ça le problème. C'est pas ça que j'ai fait remarquer. J'ai fait remarquer que dans des photos qui veulent attirer les femmes dans des métiers majoritairement exercés par les hommes, où en plus il y a la question de la force physique, mais pas seulement, des codes de virilité. On n'en a pas parlé encore, hein, des codes de la virilité en ambiance, qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de filles qui n'osent pas y aller parce qu'elles craignent un peu une socialisation rugueuse pour le moins. C'est de vouloir attirer les filles en leur disant « Vous allez pouvoir faire ce que font les garçons ». Mais vous savez que les filles et les femmes souffrent d'un syndrome d'imposture, comme on dit, quand elles sont dans les fonctions
surtout valorisantes et valorisées, où sont les hommes, et les métiers où ils sont traditionnellement, c'est en gros, je ne suis pas à ma place. Je suis en train d'usurper quelque chose, ils vont bien s'apercevoir que moi, je ne suis pas aussi bonne qu'eux. Donc il y a ce syndrome un peu de l'imposture que vivent certaines femmes. Et puis surtout, vous le savez, peut-être que vous ne l'avez pas vécu, et tant mieux, mais que toutes les enquêtes de sociologie du travail depuis des décennies l'attestent, et ça existe encore, en tout cas dans les rencontres que je fais, de penser qu'il va falloir faire preuve de double compétence par rapport aux hommes pour montrer qu'on est légitime et légitimé là où ils sont depuis toujours. Alors, quand on dit aux filles, aux femmes, vous voyez, vous pouvez faire aussi bien que les hommes. D'ailleurs, au passage, je demande pourquoi ce sont les hommes la norme. C'est pas parce qu'ils sont là depuis toujours et très majoritaires qu'ils font pour le mieux. Bon. Comment voulez-vous résoudre ce paradoxe que j'ai appelé par ailleurs amener les filles et les femmes à faire des contorsions identitaires, c'est-à-dire démontrer que vous êtes capable en tant que fille ou femme d'avoir les mêmes compétences et faire aussi bien que les hommes. Moi, je remets quand même en question toujours pourquoi c'est eux la norme, tout en restant des femmes féminines. Et bien là, il y a un paradoxe, voyez-vous. Il y a comme une impasse. Il y a eu une enquête qui avait été faite par une chercheuse américaine qui avait animé des groupes de parole de femmes chirurgiennes et qui disent dans ces groupes de parole, nos patrons, qui sont des hommes, nous disent « Soit à nos yeux, tu es devenue une très bonne chirurgienne, et alors pour nous, tu n'es plus une vraie femme. » Et ils donnent toute une liste dont je vous fais grâce d'adjectifs plus ou moins élégants. En revanche, si à nos yeux, tu es toujours restée une femme, comme dirait Christophe Dejour, grand psychologue du travail, c'est-à-dire désirable dans le regard des hommes, eh bien alors c'est que tu n'es pas devenue une très grande chirurgienne. Donc voilà le dilemme. Si par les hommes qui font la norme, je suis reconnue à leurs yeux comme étant devenue leur égale, il y a certainement quelque chose que j'ai perdu de mon pouvoir de séduction et de désir dans leur regard. Et ces femmes disent, c'est fou ça quand même, arrivé à ce niveau-là, elles disent comment on peut faire pour être une très bonne chirurgienne et une femme. Ben, je crois que le seul conseil à leur donner, c'est le seul cap, c'est de savoir comment on fait pour être un ou une très bonne chirurgienne, point. Les hommes ne se demandent pas comment on fait pour être un très bon chirurgien et un homme, puisqu'en fait, il faut être un homme pour devenir un très bon chirurgien. Donc, on amène les filles et les femmes à faire ce que j'appelle, à se dépatouiller dans ce dilemme et ces paradoxes et à faire des contorsions identitaires. C'est-à-dire, je fais aussi bien que vous, les hommes, donc je suis sur le chantier, j'ai mon bleu de travail, mon casque, et là je ne me demande pas si je marche comme une femme ou comme un. Et quand j'opère, je ne me demande pas si j'opère comme une femme ou comme un homme, il faut bien opérer. Mais dès que je suis sortie de là, et il y avait une enquête sur les filles sapeurs-pompières qui nous disait quand on ressort à la caserne, on n'est pas des hommes ou des femmes, on est des pompiers. Là je me dis, ouh, c'est bien, elles ont tout compris. Oui, mais ce qu'elles vont rajouter, c'est oui, mais quand on sort, on reprend notre féminité. Ah bon ? Les gens disent que c'est naturel, la féminité. Ah bon, ça se laisse au porte-manteau, puis ça se reprend. Pour faire la preuve que bien qu'ayant transgressé la loi de la féminité, en allant chatouiller les hommes sur leur domaine de prédilection, y compris ces métiers à haute dose de culture virile, je suis quand même restée une vraie femme. Ça veut dire, entre guillemets, féminine. Et je vais vous le démontrer avec la hauteur des talons que je vais porter, avec la petitesse de ma jupe, avec le maquillage et tous les accessoires etc. Comment peut-on amener les garçons à se libérer de ce que j'appelle la triple disqualification quand ils envisagent de faire des métiers traditionnellement et majoritairement exercés par les femmes, les métiers du soin, y compris du corps, de soins aux autres, etc., la petite enfance. Première disqualification, surtout quand on a 15 ou 16 ans, c'est se faire traiter de pédé par les copains. Tu veux faire un truc de fille, alors c'est que tu es devenue comme une fille. 2, disqualification sociale et économique, parce que c'est vouloir aller vers des métiers, des professions moins prestigieuses, moins rémunératrices, qui vous font avoir moins de prestige social. 3, pour les métiers de la toute petite enfance, c'est le soupçon de la pédophilie. Comment on peut aider les garçons et les hommes à se libérer aussi de ça? Et que c'est sur les deux en même temps qu'il va falloir travailler si on veut faire évoluer notre société. Donc vous voyez, les stéréotypes, les normes de masculinité et féminité et les stéréotypes de sexe qui sont des agents très efficaces pour les faire fonctionner, emprisonnent les femmes et les hommes dans des destins déjà délimités à l'avance. Et y compris
Il y a des filles, ça s'appelle la féminité comme mascarade, c'est une psychanalyste contemporaine de Freud qui avait énoncé ce concept, la féminité comme un masque. Ces femmes qui étaient à cette époque, 1923, dans des métiers d'hommes, et qui performaient, comme dit Butler, la féminité pour montrer qu'elles étaient quand même restées des vraies femmes féminines que les hommes peuvent regarder et désirer. Eh bien, si on nous lâchait les baskets avec ça, c'est-à-dire que la seule chose qui compte, c'est la performance, la compétence professionnelle. Et puis après quoi, je produis des ovules, j'ai envie de mettre du maquillage ou pas, que ce n'est pas une obligation non plus que je doive me maquiller pour montrer que je suis une vraie femme. C'est quoi une vraie femme? Ou un vrai homme, surtout ne pas s'aventurer dans la panoplie du féminin. Hein, comme c'est ce père aussi qui dit à son garçon, ben oui, les garçons ils peuvent porter des boucles d'oreilles. D'ailleurs moi tu vois j'en porte un anneau. Hein, et le petit garçon il est dans une brocante, ils sont dans une brocante tous les deux et il dit oh là regarde papa il y a des boucles d'oreilles, je peux avoir. Ah non ça c'est les boucles d'oreilles de filles. L'histoire de la poussette c'est du même, vous voyez, du même acabit. Donc voilà, c'est pas de stigmatiser les filles qui veulent se mettre du rouge à lèvres, c'est d'utiliser ça comme caution, comme appât, je dirais, pour qu'elles puissent s'imaginer dans des métiers majoritairement exercés par les hommes. Donc vous voyez, c'est certainement pas stigmatiser les filles qui veulent se maquiller. Et puis moi je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de garçons qui aiment se maquiller, parce que d'ailleurs historiquement le maquillage est une invention des hommes dans nos sociétés, comme la danse.